chose que je ne trouve pas. Finalement, c'est un peu mise à zéro. Peut-être que Jacqueline serait contente de faire du chant. Enfin, ça ne se voit pas du tout d'ailleurs extérieurement. Non, C'est une très belle jeune femme, mais c'est la maman de celle-là, c'est la seconde femme de mon fils. Et bon, mais elle continue à rester très très attachée. Alors ma petite fille, qui a 5 ans maintenant, a commencé déjà à 4 ans à faire du cheval. Et ça la passionne, elle est enchantée. Elle est en ce moment justement chez une tante qui est à Marseille, où elle fait du cheval. Ma fille a commencé elle a fait une année presque, elle était palefrenier, je ne sais ah oui, pas c'est si ça, c'est comme ça, oui, d'accord, si, absolument. Et vraiment, je me suis étonnée, je la trouvais une petite fille, une grande fille un peu fragile, un peu oui, d'accord, et puis là, oui, mais au contraire, et puis s'occuper des chevaux, c'est terrible, sans arrêt, très très gros travail, mais effectivement, fait ça. Je me suis dit, elle a démontré qu'elle sait travailler. Voilà, c'est ça, mais oui, mais il faut leur laisser choisir effectivement le type de travail qui les mobilise. C'est ça qui est important. Alors, elle est allée assez loin. Parce que je me disais, ça l'amusera beaucoup. Et j'ai commencé, effectivement, on faisait des tours de piste, etc. Et puis à un moment, j'ai eu un geste maladroit et j'ai fait une chute. Et mon fils a cru que c'était exprès, il a commencé à applaudir frénétiquement, en croyant que c'était un exploit. Alors j'étais tout à fait vexée, et après je n'ai pas voulu retourner. Bon, comme vous voulez, on commence à parler un peu sur... Naturellement, sur l'époque où j'ai commencé à faire de la psychologie, c'est-à-dire il y a effectivement très très longtemps, et en vérité à ce moment-là d'ailleurs, la formation spécialisée en psychologie n'existait pas. Et quand j'ai commencé à l'université, c'était pour faire une licence de philosophie, parce qu'il n'y avait pas de licence de psychologie. Mais pour faire une licence de philosophie, j'ai eu un certain mal à être admise parce que j'étais beaucoup trop jeune. Et que j'étais trop jeune pour être inscrite en faculté. Alors on a fini par me donner l'autorisation, je n'avais pas encore et de loin les 18 ans exigés pour être inscrite à l'université. Et alors on a fini par me donner l'autorisation à condition qu'au lieu de faire la licence en 2 ans, comme on la faisait normalement, je mette moi 3 ans pour la faire. Alors naturellement, cette première année, je ne pouvais faire que de la psychologie, c'était le premier certificat de la licence. Et alors je me suis dit, au moins je vais voir la psychologie sous tous ses aspects. Ce qui fait que comme il y avait différentes options à psychologie, j'ai fait toutes les options. Il y avait aussi bien de l'esthétique, de la psychologie expérimentale, c'est comme ça que j'ai pris contact avec le laboratoire d'Henri Pierron, et il y avait aussi de la psychologie pédagogique. Dans une école à Boulogne-Billancourt, où M. Vallon donnait son enseignement. Alors là, j'ai été absolument fascinée. La première fois que j'ai, dans une école, qui existe d'ailleurs toujours, à Boulogne-Billancourt, j'ai vu et entendu M. Vallon examiner des enfants. Et c'était justement là dans j'étais absolument émerveillée. Et M. Vallon lui-même a été tout à fait étonné de voir cette toute jeune fille qui suivait cet enseignement au milieu de gens qui étaient quand même un petit peu plus âgés. Il y avait même de futurs inspecteurs qui étaient là et qui suivaient ça avec passion et qui toute la semaine ensuite essayaient de trouver des enfants, de les examiner et de raconter ce qu'elle avait fait au cours de la semaine. Et alors j'ai passé une année qui a été vraiment une année entièrement consacrée à la psychologie. Mais dans l'émerveillement, et ça reste encore quelque chose d'extraordinairement présent pour moi, que cette année de découverte de la psychologie sous tous ses aspects, mais surtout de la découverte de la psychologie de l'enfant, de ce qu'elle était dans ce temps-là, et de la façon dont M. Vallon donnait son enseignement, soit dans une école, soit à l'université, puisqu'il y faisait déjà un cours une fois par semaine à la Sorbonne, dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Et de ce moment-là, j'ai gardé vraiment un attachement absolument fondamental pour le travail en milieu scolaire, qui est quelque chose de tout à fait particulier, pour l'approche de l'enfant dans le milieu scolaire, et bien entendu pour la façon dont M. Vallon lui-même examinait les enfants.
Et quand, au bout de 3 ans, puisque c'était les délais exigés, j'ai eu terminé ma licence, qui était une licence de philosophie, j'ai été tout étonnée quand M. Vallon a téléphoné chez moi, je ne savais même pas qu'il connaissait mon numéro de téléphone, pour me demander de venir le voir. Alors, naturellement, ça a été la stupeur et l'émerveillement. J'y suis allée et il m'a dit, bien voilà, mademoiselle, si vous voulez, il peut y avoir une possibilité de faire de l'orientation professionnelle à Boulogne-Billancourt, c'est-à-dire là où j'ai cette école et où je fais de la psychologie et des travaux pratiques pour les étudiants dans cette école. Et je dois dire que c'était juste les débuts de l'orientation professionnelle. Il y avait 2 ans que le diplôme de conseiller d'orientation professionnelle existait. Et pour moi qui pensais me diriger plutôt vers l'agrégation de philosophie, j'ai été un petit peu surprise. Et les camarades qui m'entouraient à ce moment-là, je me dispenserai de les nommer, mais enfin il y avait Lévi-Strauss et bien d'autres, ont été horriblement choqués qu'on puisse abandonner l'agrégation de philosophie pour faire de l'orientation professionnelle. Mais pour moi, ce que je voyais bien au-delà de l'orientation professionnelle, c'était la possibilité de travailler d'une façon alors quotidienne, aux côtés du professeur Vallon. Et depuis ce jour-là, mis à part bien sûr la période de la guerre, où j'ai dû disparaître et me cacher, je ne l'ai jamais quitté jusqu'au moment de sa mort, c'est-à-dire de 1926-27 à 1962. Oui, en effet. Voilà un parcours, si vous voulez, qui explique l'attachement fondamental que j'ai, parce que l'avoir vraiment pendant tellement d'années eu l'occasion de le voir au quotidien, dans son travail, et surtout dans sa façon qui vraiment n'appartenait qu'à lui, de s'entretenir avec les enfants. Très peu d'années après, d'ailleurs, en 1930, j'ai eu l'occasion de rencontrer Piaget et de passer 10 jours dans le cadre d'un colloque scientifique en voyant Piaget au quotidien, et de ce moment-là date une très profonde amitié qui nous a liés l'un à l'autre et qui a permis, quand on s'est retrouvés encore en 75-76, c'est-à-dire très peu avant sa mort, de l'évoquer. Mais surtout, j'ai eu l'occasion de voir quelle était la différence de l'approche de l'enfant entre l'un et l'autre. L'un, M. Vallon, qui prenait l'enfant dans le quotidien de sa vie, je ne l'ai jamais vu, même quand il faisait des tests, et Dieu sait que non seulement il faisait des tests parce que c'était le moment d'en faire, puisque je lui ai fait rapporter d'Autriche les premières planches du Rorschach. Mais quand même, quand il faisait des tests, il ne mettait jamais l'enfant en situation d'examen. C'est-à-dire une situation qui est à la fois un peu artificielle et à bien des égards incontestablement traumatisante. C'était vraiment, au contraire, l'enfant pris dans son milieu scolaire et le cas échéant même dans son milieu familial, car quand je voyais les enfants pour des examens dits d'orientation professionnelle, comme ça pouvait se terminer en fin de journée, un peu tard, et que ça se passait dans une banlieue ouvrière, il m'arrivait de raccompagner les enfants jusque chez eux. Ce qui valait d'ailleurs à M. Vallon de me dire « Oh, vous, Hélène, vous êtes une assistante sociale. » Je trouvais que c'était le plus beau compliment qu'il pouvait me faire. Il ne m'appelait d'ailleurs pas Hélène, il disait « Vous, mademoiselle Alfandéry, vous êtes une assistante sociale. » Mais vraiment, l'enfant se sentait pourtant devant ce monsieur important qui l'accueillait en blouse blanche, puisque à partir du moment où on disait laboratoire, on disait nécessairement blouse blanche, eh bien devant ce monsieur qui l'accueillait en blouse blanche et dans un petit local, soit le local scolaire, soit un milieu très inconfortable que la municipalité avait mis à notre disposition, l'enfant se sentait tout de suite détendu et confiant. Il y avait un type d'approche chez M. Vallon que je n'ai rencontré que chez un autre grand homme et grand patron, c'était le professeur Debray.
Le professeur Debré, on disait toujours, il n'a jamais tutoyé un enfant. Et bien souvent, même devant un enfant de 6 ans ou 7 ans, il disait monsieur ou mademoiselle. Mais en vérité, cette espèce de respect de la dignité de l'enfant et de la personne de l'enfant, l'enfant lui-même y était extraordinairement sensible. Nous avons, lorsque quelquefois, plus tard au laboratoire, nous avons fait des réunions et même nous avons fait annuellement une espèce de réunion avec M. Vallon, qui était une réunion à plaisanterie, comme diraient les sociologues. Eh bien, nous reprenions toujours certaines formules de M. Vallon, qui étaient notamment, s'adressant aux mères, « Madame, laissez parler votre enfant ». Son souci majeur, c'était effectivement toujours d'avoir une communication directe avec l'enfant. Et mes propres enfants y ont été, même très jeunes, extraordinairement sensibles, puisque accueillis par d'autres professeurs qui effectivement me connaissaient, etc., je me rappellerai toujours un de mes enfants, je ne sais plus si c'est le garçon ou la fille, revenant à la maison et me disant « Ah, nous avons vu M. Vallon, celui-là au moins, il ne nous a pas fait qu'il lit. » C'est-à-dire qu'il ne nous a pas traités en bébé ou en personnages différents. Effectivement, et d'ailleurs jusqu'à la fin de ses jours, M. Vallon avait une communication avec mes enfants et quelques semaines avant sa mort, il signait un papier pour la paix en Algérie, qui était une pétition que ma fille lui avait apportée, et elle m'avait dit, j'irai directement le voir, et je sais que lui me le signera directement, et il m'avait dit en effet, du moment que c'est Jeannot qui vient, je le signe. Il y avait donc toujours une espèce de, jusqu'à son dernier jour, puisqu'il a donné une consultation très peu de jours avant sa mort, et s'il a annulé sa consultation l'avant-veille de sa mort, ça m'a paru le signe qu'il se sentait vraiment très malade, puisque étant déjà complètement immobilisé, dans un fauteuil, ne pouvant pas sortir de sa chambre et de son bureau, il continuait une fois par semaine à donner sa consultation à son domicile et entouré de ses collaborateurs qui venaient à son domicile. Eh bien, même à ce moment-là, c'est-à-dire dans des conditions qui pouvaient paraître, si vous voulez, très artificielles et très traumatisantes, il crée une telle atmosphère, un tel climat autour de lui, que ni les enfants, ni les parents, bien sûr, mais surtout pas les enfants, n'en étaient impressionnés et que le contact s'établissait tout de suite. Et je me rappelle également d'ailleurs à propos de cette consultation, le fait que, bien qu'il ait fait précéder la consultation d'un examen extrêmement solide, extrêmement approfondi, de tout un appareillage de tests qui lui servait davantage à former ses collaboratrices qu'à examiner vraiment l'enfant, il faisait un examen clinique de l'enfant devant ses différents collaborateurs qui étaient rassemblés là. Et cet examen clinique ne traumatisait pas du tout l'enfant, et même par son naturel, par sa spontanéité, étonnait les mères elles-mêmes, qui quelquefois disaient « Mais je suis allée voir quelqu'un de très important, et il m'a tout juste dit de donner du tilleul à mon enfant. » Et c'était vrai. C'est que, moi qui ai eu l'occasion de faire beaucoup de comparaisons avec beaucoup d'autres grands patrons de l'époque, je me rendais compte qu'il y avait là quelque chose de tout à fait spécifique et d'autant plus frappant qu'il s'agissait d'un homme qui n'a jamais eu d'enfant lui-même. Ça c'est un... Et ça, c'est quelque chose... Il appartenait à une famille extrêmement nombreuse, puisque je dois, dans quelques semaines, recevoir la visite d'un de ses neveux qui lui-même m'a dit comme la chose la plus naturelle du monde, j'ai 10 enfants. Eh bien, c'est donc une famille extrêmement nombreuse. Lui-même, il était d'une famille où on était 7 enfants. Et il a été vraiment le seul à ne pas avoir d'enfants. Mais c'était lui que tous les membres de sa famille venaient consulter.
évidemment. C'était le À qui sage. demander, et non pas comme à un médecin ou comme à un psychiatre, mais comme à un homme de bon sens et qui a vraiment avec l'enfant une relation d'un type et d'une qualité tout à fait particulière, je dirais irremplaçable, et que je n'ai retrouvé au cours d'une très longue vie nulle part ailleurs. Et ça, ce que vous venez de dire aussi, ça démarrait un peu sur la comparaison avec Piaget, que vous allez dire que c'était les différences entre Vallon et Piaget. C'était dans les domaines cliniques, c'était dans les domaines de la pensée. Il y avait naturellement des différences et ils s'en sont expliqués à maintes reprises dans leur œuvre réciproque. Ils avaient, M. Vallon, qui était plus âgé que Piaget, avait pour lui beaucoup d'amitié, beaucoup d'estime, et avait toujours, et moi je les ai vus se rencontrer, et la rencontre dont j'ai été témoin date de 1930, vous voyez que ça n'est pas d'hier, et c'était une rencontre même d'un aîné avec un plus jeune, M. Vallon étant l'aîné, et qui était très chaleureuse, très cordiale, et elle est toujours restée telle, dans beaucoup de textes d'ailleurs, M. Vallon en a parlé et a parlé de ses relations avec Piaget. Mais en ce qui concerne la relation à l'enfant, de l'un ou de l'autre, elle était incontestablement tout à fait différente. Et pourtant, Piaget avait 3 enfants, 2 filles et un fils. M. Vallon n'avait pas d'enfant. Mais Piaget mettait tout de suite l'enfant en situation expérimentale. Ce que Piaget donnait à faire à l'enfant, c'était à passer des épreuves. J'ai vu M. Vallon faire passer des tests aux enfants, incontestablement. Mais la façon dont il faisait passer les tests était infiniment sécurisante. N'avait absolument rien de traumatisant pour l'enfant. C'était une manière de jeu, c'était surtout un échange. Et c'était par conséquent un type de communication que, je dois dire, je n'ai retrouvé vraiment chez aucun patron, ni de cette génération, ni de génération plus récente. Peut-être un qui a aujourd'hui disparu à un âge très avancé et que M. Vallon aimait beaucoup, mais dont le nom ne dit plus grand-chose maintenant, et qui s'appelait le professeur Clément Launay, qui a été vraiment un personnage tout à fait remarquable, très humain, très chaleureux, et qui a lui-même d'ailleurs gardé de ses contacts avec M. Vallon un souvenir très amical. Bon, je crois que ça c'est un point tout à fait exceptionnel, car encore une fois j'ai eu l'occasion de faire la comparaison avec beaucoup d'autres psychiatres à une époque où la psychanalyse était loin d'avoir envahi tout le terrain. Et il ne faut quand même pas oublier que pour ce qui concerne la psychanalyse, on a tout à fait méconnu la connaissance qu'en avait M. Vallon, qui avait lu Freud dans le texte, car il connaissait bien l'allemand, et qui a publié les premiers articles de critique ou d'étude de la psychanalyse. Et par conséquent, il ne faudrait pas du tout avoir l'air de penser qu'on a attendu après lui pour découvrir la psychanalyse. La psychanalyse, il la connaissait, il a écrit d'ailleurs de très beaux textes sur la psychanalyse, et un des plus significatifs et des plus intéressants, et qui donne le mieux sa position, c'est justement sa préface au livre de Hénard sur l'univers morbide de la faute. Alors je crois que là encore, il y aurait peut-être beaucoup de choses à rectifier, si vous voulez, à remettre au point, si tant est qu'il soit nécessaire de faire cette remise au point, mais je pense que sur le plan de l'histoire de la psychologie par exemple, on se heurte encore actuellement à beaucoup d'ignorance, à beaucoup de méconnaissance et à beaucoup de manières de parti pris qui témoignent surtout justement de cette ignorance. J'ai l'impression dans l'image que vous donnez de lui au moment où comment il parlait avec l'enfant, je crois que même dans le but que lui poursuivait et que pouvait poursuivre Piaget avec toute l'immense connaissance qu'il avait, était différent. Piaget avait pour but d'étudier une fonction globale,
dont l'enfant pouvait être le porteur, et il voulait l'analyser jusqu'au dernier os, disons, mais la fonction. Alors que pour Vallon, qui regardait surtout l'homme dans sa globalité, il voulait comprendre cette globalité. Il a tiré certainement 1000 renseignements de moindre petite phrase de parler avec un enfant. C'était la personne de l'enfant qui l'intéressait dans sa totalité. La personne humaine qui et par conséquent, ce qui l'intéressait quand l'enfant arrivait justement dans ce que nous appelions pompeusement le laboratoire à Boulogne, et qui avait commencé par être simplement une salle de classe, eh bien, quand l'enfant arrivait, M. Vallon s'inquiétait de savoir d'où il venait, ce que faisaient ses parents, combien il avait de frères et sœurs, tout un environnement, par conséquent, familial et social, qui pour lui était tout à fait essentiel et lui permettait véritablement de cerner au plus près la personnalité de l'enfant. Sans parler que pour l'enfant, c'était tout de suite très familier. C'était extraordinaire, c'était tout à fait rassurant d'ailleurs, parce que moi j'ai gardé quelques souvenirs justement quand par exemple je voulais savoir un peu quel était l'environnement des enfants et que beaucoup de ces enfants à ce moment-là étaient les fils d'ouvriers de l'usine Renault, des usines Renault à Boulogne-Billancourt. Alors il m'arrivait assez souvent le jeudi, de les emmener visiter les usines. Et alors, ils se trouvaient dans l'atelier où travaillaient leurs parents. Et alors là, les choses étaient beaucoup moins contraintes ou contraignantes qu'elles ne le sont évidemment aujourd'hui. Et il m'est arrivé quelquefois de les amener dans des endroits qui, en vérité, non seulement seraient totalement interdits aujourd'hui, mais non pas seulement interdits pour des raisons d'exclusif professionnel, mais pour des raisons même de sécurité. Eh bien, quand les enfants arrivaient et se trouvaient dans l'atelier d'usine où travaillaient leurs parents, c'était un véritable déchaînement. Mais je me rappelle aussi que quand je ramenais les enfants chez eux le soir, je me rappelle une fois un enfant qui m'avait dérobé une carte d'identité, ma propre carte d'identité, dans ma poche, avait soigneusement découpé la photo et avait jeté tout le reste. Je l'ai retrouvé les morceaux épars dans la rue, mais la photographie, il l'avait gardée. La part d'un gosse de 10 ans, mais ça restait quelque chose d'assez touchant sur le plan de la relation qui s'établissait et que je dois beaucoup, justement, au type d'environnement que M. Vallon savait créer autour de lui. Donc, ne connaître de M. Vallon, si vous voulez, que son enseignement à la Sorbonne, ou son enseignement au Collège de France, ou même sa direction du laboratoire de psychobiologie de l'enfant, dont nous avons établi les plans ensemble rue Gay-Lussac, c'est n'en connaître qu'une image qui ne s'inscrit pas dans la continuité de sa vie. Et je crois que ce qu'il y a d'extrêmement frappant dans cette vie, c'est justement sa continuité. Car il ne faut pas du tout oublier que pour M. Vallon, la formation philosophique et la formation médicale allaient de pair. Et je crois que nous devons remarquer que dans la psychologie contemporaine, il n'y a que très peu de personnalités qui aient eu exactement la même formation, c'est-à-dire la formation de médecin et la formation d'agrégé de philosophie. On peut les compter sur le doigt de la main, et ce sont essentiellement, et on peut les nommer, Daniel Lagache, qui a été extrêmement impressionné par la personnalité de M. Vallon, et qui par conséquent, comme lui, était élève de l'école normale supérieure, a fait l'agrégation de philosophie et ses études de médecine. Juliette Favès-Boutonnier, qui, comme M. Vallon, a fait l'agrégation de philosophie et ses études de médecine. Colette Chilan, qui, comme M. Vallon, a fait l'agrégation de philosophie et les études de médecine. Et enfin, beaucoup plus récemment, quelqu'un que vous pouvez voir, entendre, et que personnellement j'apprécie beaucoup, c'est Hélène Storck, qui également a l'agrégation de philosophie et les études médicales. Mais ces personnalités-là, vous pouvez vraiment les compter et en faire l'inventaire sur les doigts de la main. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a naturellement plus de femmes, une majorité de femmes. Mais c'est, me semble-t-il, une formation, je ne veux rien dire sur la psychanalyse, mais une formation qui fait
terriblement défaut, cette double formation qui fait terriblement défaut à beaucoup de nos psychologues contemporains. C'est absolument incontestable. Oui, les psychologues actuels. Et de nos médecins. C'est-à-dire, comment? Et de nos médecins. Bon. C'est-à-dire qu'on se croit autorisé à trancher et à s'immiscer dans un domaine qui n'est pas exclusivement de sa spécialité. Il ne faut pas oublier que tous les spécialistes dont je parle ont commencé par l'agrégation de philosophie. Tous. Et M. Vallon considérait que la formation philosophique pour quelqu'un qui veut faire de la psychologie est une formation de base indispensable. Pas la philosophie prise au sens le plus artificiel, si je peux dire, le plus métaphysique du terme, mais pris quand même au sens de la culture, de l'information sur l'histoire de la pensée. Et il insistait beaucoup là-dessus. Quand on a créé la licence de psychologie, je ne suis pas tout à fait convaincue qu'il en ait été le plus enthousiaste. Et jusqu'à la fin de sa vie, il nous répétait très souvent, et à Zazo et à moi-même, que la formation philosophique, pour lui, était vraiment une formation de base. Et il n'y avait pas de formation solide en philosophie dans la licence de psychologie, disons. Mais il n'y avait pas, c'était le contraire, il n'y avait pas encore de licence de psychologie. Donc on commençait, quand on voulait faire de la psychologie, on commençait uniquement par faire de la philosophie. Ça n'était qu'un certificat de la licence de philosophie. Et je crois que, enfin en tout cas c'était le point de vue de M. Vallon, et j'ai été tellement formée dans cet esprit-là que naturellement j'y reste tout à fait fidèle. Je pense que cette formation philosophique est quand même une formation de culture, de base, tout à fait essentielle. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut retrouver dans un certain nombre de psychologues ou de philosophes de ce temps. Si vous prenez par exemple l'exemple de Jean-Pierre Vernant, Jean-Pierre Vernant, qui est surtout connu maintenant comme un historien de la pensée grecque, au départ a été incontestablement un philosophe, un agrégé de philosophie, et il s'est pendant un temps, puisqu'il a suivi les cours de M. Vallon, intéressé de très près à la psychologie et même à la pédagogie, puisque tout récemment encore, il collaborait à un petit bouquin de pédagogie. Donc cette formation et ce type d'approche me paraît une espèce d'élargissement de la pensée qui n'a pas pour autant provoqué chez M. Vallon un rejet d'autres types de pensée, car encore une fois, il serait tout à fait injuste, et ça, une personnalité comme Daniel Vidloché, qui a été très proche de la pensée vallonienne, l'a parfaitement remarqué, il serait tout à fait injuste de penser que M. Vallon non seulement ignorait la psychanalyse, mais y était hostile. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand il a fait ce volume majeur sur la vie mentale, pour traiter des deux sujets essentiels de ce volume, il a fait appel à deux jeunes psychanalystes, l'un Daniel Lagache et l'autre Jacques Lacan, que nous avons connus ensemble et avec lesquels, l'un comme l'autre, j'ai été très liée, et particulièrement Jacques Lacan jusqu'aux dernières années de sa vie. J'ai le fascicule, je vais te le montrer. Vieille édition. Oui, on savait. Il y avait... Lacan a pris de Henri Vallon un de ses sujets les plus connus sur l'étape, le stade du miroir, par exemple. Oui, justement, bien sûr. Mais c'est en effet, il était très attaché à M. Vallon, et M. Vallon lui portait beaucoup d'amitié, avait pour lui une espèce d'amitié indulgente à l'époque où Lacan était à ses débuts très turbulent. Et quand nous avons connu Lacan, d'ailleurs très frappé par le fait qu'un de ses frères venait d'entrer dans les ordres, très marqué par sa propre éducation religieuse, il avait pensé lui-même à se faire religieux. Et je ne savais pas que Lacan... Si. Et d'ailleurs, c'est très bien raconté dans le livre qu'Elisabeth Roudinesco a consacré à Lacan. Et M. Vallon a toujours eu une grande
une grande indulgence pour Lacan parce qu'il était très fasciné par ses intérêts et ses préoccupations culturelles. Ça l'avait toujours beaucoup séduit. Et quand il a demandé à Lacan de lui faire un article pour l'encyclopédie, le volume sur la vie mentale, beaucoup de responsables de ce volume se sont insurgés en trouvant que vraiment Lacan employait un vocabulaire qui ne convenait pas. Et M. Vallon, oui, puisque même on avait voulu refuser l'article de Lacan en le renvoyant à M. Vallon en lui disant « nous demandons une traduction ». Alors, M. Vallon, plein d'indulgence, s'est vraiment entremis pour que l'article de Lacan, un peu révisé et aménagé, soit quand même accepté. Et Lacan, encore une fois, que je connaissais bien, avait pour M. Vallon une énorme admiration et un très profond attachement. Donc, vraiment, il était dans les sources aussi de toute l'évolution qu'il y a eu Lacan un peu plus tard, parce que Lacan, il est parti dans un autre sens, mais il a appris des choses essentielles sur Vallon. C'est ça, il est resté très très fidèle à une certaine pensée, et justement, Lacan, qui avait une grande culture philosophique, était très sensible à la culture philosophique, et d'ailleurs aussi à la culture internationale que possédait M. Vallon. Parce que jusqu'à la fin de sa vie, j'ai vu non seulement M. Vallon lire, annoter des livres, prendre des notes très scrupuleuses sur quantité d'ouvrages, mais très soucieux d'une information internationale. Nous disions tout à l'heure qu'il avait lu Freud dans le texte, en effet, il savait bien l'allemand, il savait bien l'italien, et nous avons des textes de M. Vallon que j'ai pu faire traduire en italien. Il savait un peu l'espagnol, et d'ailleurs il avait été à maintes reprises pendant la guerre d'Espagne voir les combattants espagnols, et j'ai quelques pages de journal qu'il a rédigées à l'occasion justement d'une de ses visites sur le front d'Espagne pendant la guerre d'Espagne, toute chose que d'ailleurs on ignorait complètement, c'est-à-dire qu'il partait le soir, il voyageait 2 jours et il était le jour suivant au laboratoire à l'heure habituelle. Enfin, c'était sur ce plan-là un exemple extraordinaire de discipline et d'organisation rigoureuse.